Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence et de votre participation à cette journée qui, j'espère, sera riche en échanges et vous apportera ce que vous attendez sur cette thématique. Moi, je vais vous faire une présentation plus générale, pas spécifique au thème des infections associées aux soins, mais qui, je l'espère, vous apportera des informations utiles. Alors, le signalement et la réforme des vigilances. On commence par là. Surveiller et signaler, pourquoi ? Vous connaissez tous et vous avez tous entendu parler des différentes crises sanitaires. Vous savez qu'elles ont donné lieu à la création d'agences nationales. Au fur et à mesure des crises, on a créé des agences. Et pour autant, on ne peut pas dire qu'on soit satisfait. C'est quand même toujours une préoccupation très présente, le procès Mediator qui est en cours, les prothèses PIP dans la région, mais aussi le chikungunya, ou plutôt le Zika dans la région qui a posé problème cet été, et les infections nosocomiales qui sont bien sûr toujours là. Donc pourquoi signaler ? Il faut quand même continuer à signaler. Et donc, suite à ces différentes crises, en particulier celle du sang contaminé, il y a eu un rapport fait par Jean Ytral sur les vigilances et d'où l'arrivée de cette réforme des vigilances. Alors, je fais simple, dans la réforme des vigilances, il y a deux points particulièrement intéressants pour les établissements. C'est la consolidation de l'échelon régional, et je vais vous présenter cet échelon régional de manière à ce que vous sachiez où vous naviguer. Et puis surtout faciliter et promouvoir la déclaration des événements indésirables, et ça c'est le portail des signalements. Donc la réforme des vigilances et l'échelon régional, je vous ai remis ce schéma que je trouve assez clair, qui vous présente toutes ces agences nationales que vous connaissez certainement, la NSM, ancienne AFSAPS, l'ANSES, l'ANSP, l'Agence nationale de santé publique, et l'ancienne INVS, l'Agence de sûreté nucléaire. Voilà. Toutes ces agences nationales sont un petit peu loin de vous et des établissements, mais il y a au niveau régional des structures qui existaient déjà, qui sont très anciennes pour certaines, comme les CRPV, les centres régionaux de pharmacovigilance, d'autres plus récentes, mais toutes ces structures de vigilance sont regroupées dans ce qu'on appelle un réseau, qui est le réseau REVA, les structures de vigilance et d'appui. Donc vous avez le CEIP en termes de vigilance sur l'addictovigilance, les CRPV pour la pharmacovigilance, les correspondants régionaux d'hémovigilance pour tout ce qui est hémovigilance. Ce qui n'est pas sur ce schéma, car ce n'est pas encore légalement, ça n'a pas une existence légale affichée, c'est la matériaux et réactovigilance, mais en région PACA, nous avons la chance d'avoir un correspondant régional, le centre antipoison, que vous devez tous connaître, et puis dans les structures d'appui, puisqu'on dit structure régionale de vigilance et d'appui, vous avez le CEPIAS, donc ancien Inclin et Arlin, qui aujourd'hui va certainement beaucoup prendre la parole, l'OMEDIC pour tout ce qui est circuit du médicament, et puis on va dire la petite nouvelle, la structure régionale d'appui à la qualité. Et cette structure, elle a vraiment été bien définie dans cette réforme. Voilà. Donc la structure régionale d'appui, et en particulier celle d'appui à la qualité, ce sont des structures qui sont vraiment faites pour aider les déclarants, apporter une expertise médicale, technique et scientifique. Donc c'est vraiment une structure, la qualité, mais également le CEPIAS, mais également l'OMEDIC, des structures qui sont là pour aider les établissements qui ont besoin d'expertise. Et je vous ai remis, bien sûr, notre structure qualité PACA, donc qui est Pasquale avec leur site internet. Alors, pourquoi surveiller et signaler ? On va dire deux principales raisons. Vos signalements, les autorités sanitaires, ça leur permet d'identifier des nouveaux risques, de mieux les connaître et de pouvoir adapter et mettre en place des mesures pour les limiter, les prévenir et donc améliorer. On retire des produits
Pour ce qui est de la matériaux, il y a eu récemment le problème des prothèses macro-texturées qui auront été aussi retirées, interdites, et voilà, en fonction des signalements qui sont faits. Donc c'est vraiment très important sur le plan collectif d'avoir un enregistrement de tous vos signaux, et je vous en remercie puisque c'est vraiment ce qui permet d'avancer collectivement. Après, individuellement, signaler, c'est aussi pour vous le moyen d'analyser vos fonctionnements et votre gestion de risque particulière. Je vous ai remis nos petits singes que vous avez peut-être déjà vus, mais qui sont quand même très parlants. Se fermer les yeux, masquer la face, ça n'apporte pas de solution. Et tout événement indésirable, non déclaré, non analysé se reproduira, c'est une certitude. Alors, le deuxième point de la réforme, c'est la mise en place du portail pour faciliter la déclaration. Donc, on était dans un contexte de sous-déclaration des événements indésirables. La sous-déclaration, elle a bien sûr de multiples raisons, mais certainement un manque de visibilité, une complexité des circuits. Les circuits, ils ont été faits au fur et à mesure des crises et des constitutions d'agences. Chaque agence a créé son propre dispositif. Donc vous connaissez sûrement celui de la NSM où vous pouvez déclarer les événements indésirables, médicaments, matériaux, vigilance. Voilà, donc des dispositifs disparates, et puis très peu de digitalisation dans ces dispositifs, ce qui à l'heure actuelle est quand même très gênant. Donc les enjeux, bien sûr, c'est d'améliorer la sécurité sanitaire en France, et en simplifiant et en facilitant les démarches, aussi bien pour les usagers, donc ça ce qui est assez nouveau, que les professionnels. Le fait que ce soit un portail unique, c'est aussi, ça permet de centraliser et d'avoir un recueil national. Et l'objectif aussi, c'est de remplacer les anciens dispositifs. Ce portail, il n'est en place que depuis mars 2017. Donc, il est assez récent. Il faut bien avoir à l'idée que ce portail, il est dynamique, il va évoluer. Et pour l'instant, il a eu un démarrage qui est assez... qui a été bien perçu. Et je vais vous présenter donc... un peu plus en détail ce portail pour vous faciliter une utilisation future. Donc quand vous tapez portail signalement sur n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur ce portail. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous avez donc d'emblée à choisir entre particuliers, professionnels de santé ou autres professionnels. Ça a été rajouté récemment. C'est pour les fabricants, distributeurs. Donc ça rejoint plus la matériaux-vigilance. Donc vous choisissez, bien sûr, vous êtes un professionnel. On peut peut-être donc essayer d'aller sur le portail directement. Voilà. Donc vous êtes un professionnel, vous choisissez, vous êtes un professionnel. Ça va être plus facile, vous verrez peut-être mieux que sur mes diapos avec des copies d'écran. Il se présente comme ça. La première page se présente comme ça, avec une première classification, événements indésirables associés aux soins, liés à des produits de consommation, maladies nécessitant l'intervention de l'autorité sanitaire. Cette cybersécurité, cette première page est un peu complexe. J'ai envie de dire qu'elle est déjà pour des personnes initiées. Peut-être que quand vous aurez plus l'habitude, vous l'utiliserez. Mais moi, je vous conseille de cocher d'emblée la première case, ce qui vous permet d'avoir une page plus détaillée et une organisation que je trouve déjà beaucoup plus parlante. Donc là, vous avez produits de santé, médicaments, vaccins, médicaments dérivés du sang, etc. Vous avez tous les produits de santé. Les dispositifs médicaux. Vous avez les autres produits, cosmétiques, tatouages, les substances psychoactives pour tout ce qui est donc substances licites ou illicites, vapotage, etc. Actes ou soins ou actes médicaux, donc don du sang, transfusion, don de gamètes, les examens d'imagerie. Voilà, vous avez vraiment là, je trouve, un détail qui est beaucoup plus précis et qui peut, à mon avis, être beaucoup plus facilitant pour vous. Et donc les conséquences d'un soin dont on va beaucoup parler aujourd'hui, infections associées aux soins, les événements indésirables graves associés aux soins, avec la première partie et la deuxième partie, ça se déclare en deux volets, je pense que Stéphanie y reviendra. Et nouveau depuis septembre, les infections respiratoires aiguës qui maintenant se font aussi via le portail pour les établissements médico-sociaux. Première partie et deuxième partie, et les GEA aussi, première et deuxième partie. Voilà, donc pour ce qui est
de l'accès au portail. Je ne sais pas si je reviens, je vais faire peut-être ce que j'avais... Voilà. Si vous cochez infection associée aux soins, on va faire en direct. Vous avez une première alerte qui est: est-ce que si vous exercez en établissement de santé, vous êtes invité à contacter votre responsable de signalement qui se chargera de la déclaration via l'outil ICIN. Donc pour les infections associées aux soins, il faut bien différencier si vous êtes établissement de santé ou établissement médico-social. Les établissements de santé, pour l'instant, on revient à nos systèmes de signalement disparates, ont encore un outil qui s'appelle ICIN, qui est l'outil de signalement des infections associées aux soins, qui a été créé en collaboration avec Santé publique France, l'INVS à l'époque. Donc pour l'instant, les établissements de santé continuent à déclarer sur cet outil. Avec le portail, vous avez le lien, donc de toute façon, ça vous permet d'y aller aussi directement. Ça ne vous empêche pas de passer par le portail. Et après, par contre, pour tous les autres cas, donc les établissements médico-sociaux, non, je ne suis pas un établissement de santé, et à ce moment-là, vous pouvez renseigner votre formulaire. Le portail a été amélioré cette année avec le modèle du formulaire, ce qui vous permet de voir ce que vous allez devoir remplir. Quand vous cochez sur le modèle de formulaire, vous avez ce qui va être... je continue si ça marche. Voilà, ça vous montre ce que vous allez devoir remplir et c'est facilitant. Ça vous permet de préparer. Voilà. Après, si vous voulez tester, vous pouvez toujours commencer à faire votre déclaration. Toutes les étoiles rouges, ce sont des données obligatoires. Donc de toute façon, si vous ne complétez pas, voilà, vous serez limité à la première page, puisque tant que vous n'aurez pas tout complété, les données obligatoires, vous ne pourrez pas passer à la suite. Voilà. Donc je voulais insister sur le portail et la facilité à utiliser ce portail. Même si vous avez à accéder à d'autres outils, le portail fait les liens avec ces autres outils. Donc vous pouvez utiliser que ce portail, et s'il y a une mise à jour, comme ça vous serez au courant et vous pourrez aller directement aux outils adaptés. En précision, ce portail, donc quand vous remplissez le formulaire, il vous permet d'envoyer ce formulaire à la structure gestionnaire adaptée. C'est-à-dire que si ça doit aller à la pharmacovigilance, ça ira au centre de pharmacovigilance. Tout ne va pas à l'ARS, loin de là. Très peu de choses vont à l'ARS. En fait, tout ce qui est déjà réglementé et en interaction avec des systèmes, donc la matériovigilance et tout ce qui est ANSM, en fait, on va dire, est en interaction, votre déclaration part au centre de pharmacovigilance de votre département. Donc ça arrive au bon endroit. Voilà. Pour ce qui est des EIGS, on en reparlera, ça arrive à l'ARS. Voilà. Pour ce qui est IRA, GEA, tout ce qui est infectieux, ça arrive, donc, comme pour EUSIN, ça arrive au CEPIAS et à Santé publique France. Pour les IRA-GEA, des établissements médico-sociaux et des infections associées aux soins des établissements médico-sociaux ou des libéraux, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais des libéraux aussi, ça arrive au CEPIAS aussi également. Donc, selon votre déclaration, la direction est spécifique en fonction du gestionnaire ou de la structure d'appui qui peut vous aider. Alors, je voulais faire une petite aparté. Vous avez vu qu'en dernière case de signalement, il y a la cybersécurité. C'est un point dont on parle très, très rarement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. La déclaration de ces incidents sont obligatoires pour les établissements de santé, selon le décret du 12 septembre 2016. La notion de gravité est selon l'impact que ça peut avoir sur la prise en charge des soins. Vous savez qu'il y a quand même de plus en plus de cyberattaques sur les établissements de santé. Hein, on a des CHU qui ont été bloqués complètement dans leur système. Et donc l'impact sur la prise en charge des soins peut être très important, mais également sur l'impact sur les données personnelles des patients ou même des professionnels de santé. Donc cette cybersécurité, quand vous cochez cette case, vous pouvez bénéficier de l'aide de la cellule de cyberveille de l'ASIP Santé. Donc n'hésitez pas, si vous avez un problème dans ce domaine-là, à
utiliser encore cette structure d'appui, on va dire, hein, avec des spécialistes en cybersécurité qui peuvent vous aider. Et en même temps, je vous rappelle que la violation des données personnelles, elles, doivent être déclarées à la CNIL. Donc ça, c'était une aparté, mais c'est la dernière case au niveau du portail, mais dont il faut vraiment se soucier. Vous devez tous avoir un référent données de santé, données de sécurité des données dans vos établissements. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème sur ce domaine-là, à le signaler. Donc, en synthèse, le portail, c'est un canal d'entrée commun qui vous redirige vers les sites ou fait les liens avec les endroits où vous pouvez déclarer. Par exemple, tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, vous avez automatiquement accès aux fiches de déclaration, même si pour l'instant il n'y a pas de lien direct avec le portail. Donc une saisie unique en cas de multivigilance, ça je ne l'ai pas montré, mais par exemple si vous pouvez cocher plusieurs cases, donc vous avez le choix du signalement, donc vous pouvez déclarer un événement indésirable grave qui est également de la matériovigilance, un événement indésirable grave qui est également de la pharmacovigilance. Et à ce moment-là, vous aurez un formulaire en deux parties, enfin en deux parties, pour vous, ça ne sera pas visible, mais une partie des données partira à la pharmacovigilance, une partie partira à l'ARS pour ce qui est événement indésirable grave. Donc c'est une seule déclaration. L'attribution à la structure adéquate, hein, donc c'est ce que je vous disais, la direction vers la structure adéquate. La conservation, ça conserve les traces de la déclaration, mais ça ne permet pas de revenir dessus. Parce que ça ne stocke pas les déclarations. Ce n'est pas un outil métier, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil de déclaration, mais derrière, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de correction, il n'y a pas... Voilà. Ça n'analyse pas le contenu des déclarations et ça ne se substitue pas pour l'instant aux outils existants, donc comme ISIN, dont je vous ai parlé pour tout ce qui est infection nosocomiale. Je vous ai mis un peu l'état des lieux entre octobre 2018 et octobre 2019, donc ça c'est l'état des lieux national. C'est tout ce qui est déclaré via le portail, donc 52 000 déclarations en octobre 2018, on en est à 68 000 en octobre 2019. Donc le portail progresse, commence à être largement utilisé. Alors vous voyez qu'au départ, la pharmacovigilance prenait une grande part parce qu'effectivement, c'est la vigilance qui est une des plus anciennes et qui fonctionne le mieux. Mais se rattrape la matériovigilance, voilà, qui a augmenté en pourcentage de répartition, parce qu'on a de plus et on aura de plus en plus des signalements de matériovigilance. Donc les évolutions à venir. Donc il y a eu une première évaluation du portail qui a été faite par la ZIP, hein, c'est le porteur du portail, à la demande de la DGS. Cette évaluation, vous pouvez la voir sur le portail et voir les avis et ce qui a été retenu des avis des usagers, mais aussi des professionnels. Et le projet d'amélioration, donc ça c'est important, c'est vraiment une feuille de route importante, hein, puisque vous savez que notre ministère tient beaucoup à ce portail et va tout faire pour qu'il soit vraiment opérationnel et pratique d'utilisation. Donc élargir le périmètre, c'est-à-dire mettre dessus les formulaires qui n'y sont pas encore, comme ceux des maladies à déclaration obligatoire, et améliorer le service. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point qui va vous concerner en termes d'accès à l'historique des signalements. Ça vous permettrait effectivement de savoir ce que vous avez signalé, de modifier les signalements, parce que pour l'instant, votre signalement, vous ne pouvez pas le commencer et puis revenir dessus. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc pouvoir commencer, le modifier. Et dans l'objectif aussi du ministère, c'est la création d'un compte déclarant, donc ce qui vous permettrait d'avoir vos signalements, de pouvoir avoir créé vos fiches de signalement et pas être obligé à chaque fois de revenir sur mon nom, ma structure, mon numéro finesse, etc. Et aussi un compte établissement de manière à ce que plusieurs personnes d'un établissement puissent renseigner une même déclaration. Donc tout ça, c'est ce qui est remonté de l'enquête de la ZIP et c'est des choses qui sont sur la feuille de route de la ZIP pour améliorer le portail. Et l'autre point important, je ne vous ai pas tout mis, hein, c'est de l'intégration dans les outils métiers, c'est-à-dire vous permettre d'avoir un accès avec vos outils métiers professionnels, un accès au portail
immédiat plutôt d'être obligé de sortir, d'aller sur Firefox. Voilà. Voilà pour les points à venir et on espère rapidement. Donc voilà, à retenir le portail, et je voulais vous signaler aussi que la RSPACA donc, est en réception d'un grand nombre de signaux, tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, les EIGS, d'autres signaux, les infections associées aux soins également, à un point focal régional, qui est en accès, qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec au téléphone donc, des permanenciers qui peuvent vous répondre, qui sont là de 8h30 à 18h. Ensuite, c'est une astreinte, donc c'est vraiment si vous avez des urgences. Mais ce point focal est là aussi pour répondre à vos questions. Si vous avez des signalements et que vous ne savez pas comment faire, vous posez des questions. Et vous avez aussi une boîte aux lettres veillée aussi 24 heures sur 24, qui est ARS très alerte, qui est notre boîte d'entrée. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette réforme, sur l'outil important de cette réforme qui je pense, nous concerne tous. Et donc, je passe la parole au suivant.